Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Brault, votre animateur et artiste d'affaires chez Vendor. Vendor est un cabinet de croissance et aujourd'hui, on va avoir une conversation assez santé. Je m'entretiens avec Contea Meng de la compagnie Soya Distinction. Bonjour Contea, bienvenue à l'émission. Bonjour Francis. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Occupé, mais ça va. Bon, ben justement, parle-nous un peu de ta semaine, comment ça s'est passé, occupé là. T'as couru pour venir au podcast. On est en fin de journée aujourd'hui. Pourquoi? C'est quoi qui est spécial cette semaine? Je te dirais, c'est sûr que les fériés font mal actuellement. C'est ça, les fériés, on ne produit pas. Donc récemment, il y a eu un férié. Donc on est un petit peu en retard sur notre production. Donc là, on met les bouchées doubles. C'est ça qui fait en sorte un petit peu qu'on court. On a couru pas mal cette semaine pour rattraper ce semblant de retard, en fait. C'est ça. Mais là, t'as une entreprise, t'as une équipe. Je veux dire, comment ça, t'as été obligé d'aller faire de la production de ton côté? Le monde, il pense Ben, je que te dis. t'es assis dans ton bureau et que t'attends que les payes Non, se c'est font, ça, là. mais ça, je pense, que c'est l'idée que les gens pensent quand tu pars une entreprise, mais quand tu commences comme nous autres, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on existe, en fait. Tu sais, il faut mettre la main à la pâte. Tu sais, je te dirais, en tant que président de l'entreprise, je suis partout, en fait. Je suis le gars qui fait le ménage un peu au début jusqu'à la production, qui s'occupe des comptes, mais c'est ça qu'il faut, en fait, quand on commence une entreprise comme start-up. Puis c'est l'effort qui fait en sorte que souvent les entreprises, mais si tu n'es pas capable de le faire, cet effort-là, mais l'entreprise s'effondre, mais sinon, regarde, ça continue. Donc, c'est ça. C'est le plus dur est là, en fait. En plus, toi, t'es dans le domaine de l'alimentation. On voit beaucoup des gens dans l'alimentation, mais toi, c'est un niveau encore peut-être un petit peu plus complexe. Tu fais du tofu. Je veux dire, c'est de la Mhm. chimie. Je veux dire, c'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose de super simple à faire. Il y a tout un niveau. Faut que ça soit salubre. Je veux dire, explique-nous un peu comment tu vis ça, là. Bon, premièrement, avoir une start-up, c'est vraiment pas facile. Deuxièmement, une start-up alimentaire, on rajoute un lot de défis. Puis là, après ça, il y a le côté toute chimie, transformation, tout en fait, ce volet encore plus intense là. Comment tu fais pour gérer tout ça? Puis c'est quoi ton expérience, mettons, de vie qui t'aide là-dedans? Ouais. Ben, je te dirais, ça vient de mon parcours un peu professionnel puis académique. Tu sais, moi, en fait, je suis chimiste de formation. J'ai commencé, écoute, j'ai travaillé toute ma vie, en fait. À partir de 14 ans, j'ai travaillé, j'ai fait multitude d'emplois. Puis j'ai travaillé dans l'alimentaire, en restauration. J'ai travaillé aussi, en fait, en pharma. J'étais gestionnaire de laboratoire aussi. Ben, quand tu es gestionnaire de laboratoire, mais le côté qualité, mais tu es capable tu sais, de l'appliquer aussi quand tu as une start-up, une entreprise comme Soya Distinction. Donc, tout côté qualité, tout ça. Puis, j'ai été gestionnaire aussi, justement, en pharmaceutique. Donc, ça me permet aussi d'être en mesure de gérer mes équipes de façon le plus optimale possible. Donc, c'est ça, c'est des outils qu'on a qui nous permettent justement d'affronter tu sais, le day-to-day un peu de l'entrepreneuriat, en fait. Effectivement. Euh, Pourquoi t'es parti une compagnie de tofu? Je veux dire, c'est quoi? Tu t'es levé un bon matin puis tu te dis, ah, je vais partir une business de tofu ou. Ouais, ben, je te dirais, écoute, je l'attends cette question-là, puis je me suis toujours dit, le jour qu'on va me poser cette question-là, j'ai pas de réponse vraiment à donner par rapport à ça. Ça, il y a un côté en moi qui est un peu le côté entrepreneurial. J'ai toujours voulu avoir une entreprise, en fait, qui me ressemble. Tu sais, j'ai eu plusieurs opportunités quand j'étais aux études. D'ailleurs, tu sais, j'avais une petite entreprise qu'on faisait venir des aquariums outre-mer, de la Chine, en fait, puis qu'on revendait. C'était une entreprise broche à foin, mais à travers ça, c'était vraiment plus pour apprendre, en fait, le mécanisme un peu, tu sais, de l'entrepreneuriat. Puis je te dirais, quand je travaille en fait pour une entreprise, j'ai toujours aussi su travailler comme si c'était ma propre entreprise. Tu veux que tout fonctionne, tout roule, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, tu te poses la question aussi, OK, mais c'est-tu le temps pour toi d'avoir ta propre entreprise puis mettre l'effort que tu mets justement pour croître ta propre entreprise. Donc, c'est ça. Pourquoi le soya? Le soya, écoute, il y a eu une pénurie, je pense, en 2018 par rapport au tofu. Puis je me suis intéressé suite à ça un petit peu, justement, à comprendre un peu comment on fabrique le tofu, et ainsi de suite. Puis petit à petit, je te dirais, tu sais, l'idée de faire naître une entreprise qui fabrique du tofu est venue. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, quand on se donne un momentum par rapport à ça, mais en finalité, on arrive avec un projet qui roule à la fin, en fait. Je soulève un point. Tu as mentionné que tu as toujours travaillé dans une entreprise comme si c'était ton entreprise. J'ai le Mhm. même.
défaut ou qualité que toi, je sais pas comment on peut appeler ça, là, le même, la même vision de la chose que toi. Euh, je pense que c'est un trait qu'on a, les entrepreneurs, c'est que on se donne à 100% quand on fait un projet. Et Ouais. c'est là peut-être le côté qui devient un peu difficile euh, quand on est employé d'une compagnie, parce qu'on l'a tous été à un moment donné. On voit pas le bout, on voit pas on dirait que le ciel n'est même pas assez haut pour nous. Là. On- Mhm. je pense qu'on se comprend là-dessus, c'est que Mhm. je pense que les gens disent t'es né entrepreneur. Non, t'es pas né entrepreneur. T'apprends à devenir entrepreneur, mais t'es né avec l'attitude. Dans le sens que quand je dis né, c'est pas nécessairement le cas, mais c'est quelque chose qu'on forge Mhm. en Ouais. travaillant. Et moi, de mon Mhm. côté, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à travailler, puis ont toujours dit, gars, c'est important le travail, c'est important d'avoir une bonne éthique de travail, quand tu as un rendez-vous, tu es là à l'heure, Mhm. etc., etc., etc. Je pense que ça, quand les gens disent, ah, t'es fait ou pas fait pour être entrepreneur, c'est là la ligne. C'est est-ce que Mhm. tu es Ouais. prête à mettre les efforts quand tu travailles en quelque part, là, est-ce que tu mettais les efforts comme si c'était ton entreprise? Est-ce que tu mettais le gaz dans le fond toujours? Est-ce que tu voulais optimiser les choses? Mhm. Et Exact. je pense que c'est là l'expression que les gens disent souvent t'es né pour être entrepreneur. Je pense que c'est de là qu'elle vient l'expression. Est-ce que tu as une bonne éthique de travail puis est-ce que tu es prête à mettre l'effort pour te rendre où est-ce Ouais. qu'on doit se rendre? C'est ça. Puis je te dirais, une contribution, j'ai l'impression, une contribution de plusieurs choses, comme tu dis aussi, dans le sens que, tu sais, je pense le côté curieux aussi. Tu sais, quand tu travailles pour quelqu'un, mais si tu n'as pas un côté curieux à savoir comment fonctionne l'entreprise à laquelle que tu travailles, mais tu sais, c'est sûr, tu viens de passer à côté de quelque chose aussi, tu sais. Puis oui, il y a le travail, mais c'est de travailler, mais de comprendre comment les choses fonctionnent aussi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à avoir aussi. Puis oui, des sacrifices, mais ces sacrifices-là, quelque part, il ne faut pas que ça devienne un fardeau non plus. Il faut que, tu sais, le travail dans lequel que tu fais, il faut que tu ailles chercher, tu sais, une certaine satisfaction quand même. Puis c'est ça qui va te permettre de poursuivre. Je te dirais, moi, dans le passé, je faisais des 80 heures semaine. Je travaillais la nuit, le jour, mais à un moment donné, le fait d'avoir réussi justement un projet, écoute, regarde, c'est fantastique. Tu viens de te taper 3 semaines à 80 heures, mais le fait qu'à la fin, ton client te dit, by the way, le travail a été bien fait, puis félicitations. Mais ça, il faut être en mesure de prendre ça, puis écoute, OK, gars, what next? C'est quoi le prochain projet? Puis c'est ça. Il faut célébrer. En quelque part, il faut être en mesure de célébrer personnellement les accomplissements. Puis je pense que les entrepreneurs, c'est ça. Dès que écoute, les entrepreneurs, c'est pas toujours facile, mais ils sont capables de passer des montagnes comme ça, mais ils sont capables aussi, justement, célébrer les victoires aussi. Fait que c'est ça qui permet justement d'aller à un autre step. Donc, c'est ça. T'as mentionné tantôt, Contea, que tu célèbres les petits accomplissements. Je dis pas que tu sors le champagne tous les vendredis puis qu'on part au Sarumba puis on paye les restaurants à tout le monde. Mais comment toi tu fais pour célébrer les petits accomplissements dans la vie, dans la vie de tous les jours, dans les petits deals que tu vas closer dans ta semaine, Ouais. dans les accomplissements personnels? Qu'est-ce que tu fais, Mhm. toi, Ouais. personnellement, pour célébrer? Mais moi, je pense, tu sais, toute entreprise, il faut qu'on aille, tu sais, plusieurs niveaux, tu sais, je te dirais, tu sais, de vision dans le sens que, tu sais, à long terme, c'est quoi tu veux de ton entreprise à long terme, à court terme, à moyen terme, puis c'est ça, tu sais. À chaque semaine, tu sais, le vendredi, on est lundi, vendredi, là, c'est quoi ton objectif, tu sais, vendredi, quand tu vas mettre les clés à la porte, c'est quoi tu t'attends à avoir comme semaine, tu sais. Fait que, je te dirais, c'est ça qu'il faut, tu sais, être en mesure de voir à court terme, à moyen terme, puis à long terme, tu sais. Puis quand j'ai commencé l'entreprise, je te dirais, nous autres, mon but, c'était en fait de rentrer dans un premier temps dans le domaine de la restauration, vendre mes produits au restaurant. Puis l'année d'après, c'est là de rentrer dans le détail. Mais tu sais, ce qui s'est passé avec la COVID, mais ça fait en sorte que tous les restos ont fermé. Mais là, tu sais, c'est sûr que il faut être en mesure aussi de changer de stratégie rapidement. Donc, les entreprises ne changent pas, qui n'innovent pas, mais c'est les entreprises qui risquent le plus de fermer. Dans notre cas, c'est ça, le fait que les restaurants étaient fermés, puis on a dû changer de stratégie. En à peine un mois, en fait, on a dû virer de bord et développer justement nos étiquettes, nos sacs, ainsi de suite, pour être en mesure de rentrer dans le détail rapidement. Puis je pense en entrepreneuriat, ça il faut être en mesure de réagir, être réactif. Oui, tu peux avoir une vision long terme, mais long terme,
ton bateau, il va falloir que tu le diriges. Ça se peut que tu passes par je te dirais, plusieurs zigzags avant d'y arriver au but. Là, tu sais. Donc, c'est C'est ça. être agile, Oui, exactement, l'agilité. Oui. puis de valider aussi. Je pense que ça, on le voit dans l'alimentation, c'est quelque chose qui est plus commun un peu. Les gens vont faire goûter leurs produits aux gens, voir s'il y a le feedback, etc. Mais il y a beaucoup d'industries que le monde va créer un produit au complet, un gros truc qui coûte des milliers, même des fois des millions de dollars à développer. Mhm. Le marché ne le veut même pas. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques constamment quand je sais que tu es beaucoup dans l'innovation de produits, tu fais des trucs, Mhm. une pâte à pizza à base de soya, Mhm. je veux dire, c'est super cool. Est-ce que Mhm. est-ce que c'est ça qui te permet d'innover puis de Mhm. minimiser tes risques, de te valider, tester puis d'être à l'écoute du marché? Ouais. Puis je te dirais, ça, c'est un bon point que tu apportes parce que c'est souvent l'erreur. Puis moi, cette erreur-là, je l'ai faite aussi, tu sais, dans le sens que quand j'ai commencé, moi, je n'étais aucunement dans le domaine, je te dirais, alimentaire, tu sais, en tant que producteur, quoi que ce soit. Euh, tu sais, on avait commencé à faire des plats à un moment donné parce qu'on s'est dit, moi, ma Mhm. stratégie par rapport au tofu, c'est euh, essayons d'apporter justement un produit plus, tu sais, un step de plus, c'est-à-dire peut-être des plats prêts à manger, des choses comme ça, tu sais. Fait que je te dirais, écoute, ce plat-là, on a mis du cœur, on a mis, écoute, les ingrédients qu'il y avait dessus, là, c'est top qualité, là, tu sais. Mais le plat, pour se faire de l'argent, il aurait fallu qu'on le vende 15 $ le plat, tu sais. Mais en même temps, tu vois, ça marche pas. Le modèle fonctionne pas, tu comprends? Fait qu'il faut être en mesure d'arriver avec un produit qui, oui, tu veux travailler les produits qui sont nobles, des choses comme ça, mais il faut être en mesure de jumeler des produits pour que ta structure de prix soit réaliste avec le marché, tu sais. Fait que c'est ça aussi je te dis, la grosse difficulté, je pense, de plusieurs entreprises, c'est d'arriver avec un produit qui, quand tu fais des comparables dans le secteur où ce que ton produit est, mais il ne faut pas que ce soit genre 5-6 $ plus cher que les autres. C'est ça qui est difficile, en fait. Tu sais. Puis, je te dirais, j'ai rencontré beaucoup ce mur-là. On a des produits actuellement là, qui sont en développement, mais on sait qu'il y a des produits que, genre, ça ne marchera jamais, justement, le coût de production versus tu sais, ça, on est trop loin de nos concurrents. Donc, il faut être en mesure d'analyser, justement, valider ton marché aussi. C'est super important à faire avant de lancer un produit, en fait. 100%, on appelle ça en fait en anglais, excuse, j'ai pas le mot français, mais on appelle ça un product market fit. C'est de Mhm. trouver qu'est-ce que le marché veut, qu'est-ce que la concurrence n'offre pas, et comment est-ce que je peux me positionner entre les deux. Ouais. Fait que comment est-ce que je peux donner le cercle où est-ce que j'y ai intégré les deux éléments, puis mon produit, mon Mhm. service, c'est la solution. On vient comme de, Ouais. on vient de comme fermer la boucle avec notre produit. Mhm. Et ça prend Exact. énormément de recherche, réflexion et aussi de s'enlever de l'équation. Hein? Pas parce que, Ouais. je veux dire, exemple, moi, j'aime pas le tofu. J'en mange du tofu. Mhm. Mais mettons que j'aimerais pas le tofu, puis en tant Mhm. qu'entrepreneur, je sais qu'il y a un marché pour le tofu. Ben, il faut que j'enlève mes goûts personnels, puis dire, bon, il y a un potentiel, voici le potentiel du marché, je dresse le Mhm. potentiel et je vais après ce potentiel-là. Il faut que j'enlève, moi, personnellement, mon ego, mon côté personnel, Mhm. puis que je dise, c'est ça que le marché veut. Est-ce que moi, je suis Ouais. prêt à offrir ça au marché? Oui. Mhm. Et je pense que c'est là la différence entre un entrepreneur qui va avoir du succès, c'est qu'il va enlever complètement son point de vue personnel dans l'équation. Et ça, je pense Ouais. qu'en gestion, c'est un point important aussi. Comme Théa, peut-être Mhm. Ouais. je connais un peu ta philosophie de gestion face à ça. Comment tu fais pour gérer dans des décisions? Mhm. Est-ce que tu te mets le cœur sur la table, les émotions sur la Ouais. table? Comment tu gères dans la vie de tous les jours? OK. Ben moi, je te dirais, tu sais, quand on veut lancer un produit, souvent, c'est encore une fois analyser le marché. Tu sais. Le produit que je vais lancer, c'est-tu un produit niche ou pas? Tu sais? C'est sûr que si c'est un produit niche, puis on arrive avec un prix qui est supérieur à la moyenne, ça ne marchera pas comme produit. Tu sais. Nous, ce qu'on veut, c'est des produits qui fonctionnent. Puis, encore une fois, je pense que c'est en gestion, c'est ce qu'on appelle un peu tu sais, l'effort versus le gain. Tu sais. Si je dois mettre genre 10 fois plus d'efforts pour avoir un petit gain, mais je pense que c'est peut-être pas le bon projet. C'est mieux d'aller vers des projets où l'effort est moindre, par contre le gain est supérieur. Donc, c'est tout cette analyse-là, cette balance-là qu'il faut faire. Je te donner un exemple, l'Ocara, je te dirais, l'Ocara, c'est très peu connu, je te dirais, au Québec. En Europe, c'est commercialisé dans les épiceries parce qu'en fait, les gens savent quoi faire avec déjà. Au départ, l'analyse qu'on avait faite, c'est OK, on est-tu capable de commercialiser l'Ocara?
Mais on s'est rendu compte que, tu sais, même si tu commercialiserais ce produit-là, mais tu sais, les gens ne savent tellement pas quoi faire avec encore qu'on se tire une balle dans les pieds. Donc, tu sais, comment arriver à, tu sais, à rentrer tranquillement ce produit-là. Mais encore une fois, il y a tellement d'efforts. Quand tu as un nouveau produit, là, il faut éduquer les gens à travailler avec ton produit, mais ça prend beaucoup d'efforts, ça, tu sais. Fait qu'il faut C'est être en quoi mesure de l'Okara? trouver. L'Okara, c'est, je te dirais, c'est le déchet. Lorsqu'on, ben, un déchet, ça a l'air péjoratif quand je dis ça, là, mais en fait, c'est le résidu de soya lorsqu'on produit le tofu, en fait. Donc, très fibreux, c'est des fibres, c'est des protéines, c'est plein d'oligo-aliments à l'intérieur. Donc, c'est super nutritif encore. Puis, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec en Europe. Je te dirais, ils font des brownies, ils font du pain, ils font, tu sais, justement, Wisely, notre marque de pizza, mais on fait de la croûte de pizza avec ça, tu sais. Puis, ben, la stratégie, c'est d'amener justement des produits qui sont déjà faits avec l'Okara, puis éduquer les gens tranquillement à travers ça, et non arriver avec l'Okara, voilà l'Okara, tu sais, genre, cuisiner-le, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, c'est une stratégie, tu sais, il faut bâtir une stratégie autour de ça versus, tu sais, c'est ça. Je trouve ça Ouais. intéressant ce que tu dis. J'ai souvent rencontré des entrepreneurs qui sont tellement convaincus par leurs produits. Mhm. Tout le monde va en Ouais. acheter, on est les Mhm. meilleurs, faut que le monde l'achète. Ils comprennent pas, ils me comprennent Ouais. pas, c'est eux le problème. J'entends souvent Ouais. ça. Moi, je suis comme, Mhm. ok, c'est ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mhm. Ben, moi, je te dirais, dans la vie, il faut toujours, tu sais, euh, tu peux arriver avec un produit niche, OK? Puis, écoute, il faut faire ton étude ton étude de marché. Tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix dans le sens que quand je travaille avec justement d'autres entrepreneurs aussi qui ont d'autres types de produits aussi, tu sais, il y a des produits, je connais moins ça. Je ne sais pas comment ça va performer dans le détail, quoi que ce soit, mais c'est de là, OK, mais gars, regardons là, tu sais, ce segment-là, ton produit, c'est quoi son compétiteur, tu sais, puis analyser le tout, puis c'est ça qu'on est. C'est en faisant cet exercice-là que tu es capable de voir un peu si ton produit peut performer ou pas. Tu sais. Donc, je te dirais, au Québec, les gens, j'ai l'impression, on est, puis je pense ailleurs aussi, on est conservateurs. Les gens, quand ça, mettons, yogourt aux fraises, au bleuet, mais si tu viens de sortir un yogourt avec, tu sais, mettons, d'autres saveurs, c'est pas ça qui va performer le mieux. Ça va toujours être les mêmes saveurs, c'est-à-dire fraises, bleuets. Puis, tu sais, les gens sont conservateurs. Ils vont acheter des produits qu'ils connaissent. Donc, c'est ça. Fait que souvent, écoute, on a voulu sortir des produits aussi avec des fruits exotiques, des choses comme ça, mais après discussion avec plusieurs qui sont dans le domaine aussi, mais souvent c'est non, reviens à la base, c'est-à-dire fraises, bleuets, puis tu sais, c'est des produits, si tu veux aller chercher de la vélocité, mais c'est des saveurs que les gens aiment, donc c'est des saveurs que les gens vont acheter, donc c'est ça. C'est comme ça, il faut, mais je te dirais, tu sais, je dis ça, mais encore une fois, ça peut, pour X, Y produit, ça peut être différent, mais en gros, la masse, j'ai l'impression que c'est ça, avec l'apprentissage que j'ai fait les 2 dernières années de ma business. Là. Donc, Moi, je suis d'accord avec ton point de vue parce que, exemple, tu voudrais lancer un nouveau produit avec un produit, un fruit exotique, personne ne connaît le nom. On va trouver un nom là, de la barba chabala, là, personne ne connaît ça. ouais. Puis, je viens d'inventer Mhm. ça. Mais pour que les gens commencent à comprendre c'est quoi la barba chalabala, il faut falloir que tu Mhm. mettes des milliers de dollars, même des millions de dollars en marketing pour éduquer les gens. C'est C'est ça. quoi les bénéfices de ce produit-là? Mhm. Et ta startup, parce qu'elle a ce budget-là. Qu'est-ce qui est Exact. stratégique à faire, c'est de laisser un gros joueur commencer à le faire à ta Mhm. place. Puis toi, quand le marché va être ouvert, puis il va être rendu là, parce que ça prend de l'éducation, ça prend du temps, là, c'est le temps de lancer Mhm. ton produit. À moins d'avoir des millions de dollars à investir, ça sert à rien de commencer à vouloir convaincre le monde d'acheter quelque chose qu'ils connaissent pas. Ça va coûter une Exact. fortune. Ouais. Et c'est là, je pense, la grande différence, c'est de comprendre le marché, est-ce qu'il est rendu à ce niveau-là? Est-ce que le marché est rendu à Mhm. cette étape-là? Exemple, tu as lancé ton entreprise, excuse-moi, il y a 10 ans. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le succès que tu as aujourd'hui? Non, ben en fait, c'est ça. Je te dirais, tout a un temps. Tu sais. Ça se peut que tu sais, la saveur qui ne fonctionne pas aujourd'hui fonctionnerait dans 3 ans. Tu sais, c'est ça. Donc, il faut être encore une fois, il faut être à l'écoute du marché, il faut être à l'écoute des justement les changements, puis ainsi de suite. Donc, il y a 10 ans, si j'avais ouvert l'entreprise, je pense pas que ça aurait fonctionné aussi bien qu'actuellement. Parce qu'en fait, il y a 10 ans,
tu sais, les protéines végétales n'étaient pas, je te dirais, aussi valorisées que, tu sais, qu'actuellement. Là, présentement, quand on parle de protéines végétales, c'est dans l'actualité. Il y a des restaurants actuellement là, qui font juste ça, des menus végétales au complet. Tu sais. Fait que ça, il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Tu sais. Il y avait peut-être justement une entreprise qui le faisait, mais présentement, il y en a plein. Là, c'est des restaurants véganes, c'est des restaurants. Tu sais. Puis c'est sûr que tu sais, l'aide qu'on a eue par rapport c'est pas une aide du gouvernement, mais c'est plus le changement justement du guide alimentaire canadien c'est justement avec une section de produits protéinés. Mais c'est ça, ça a aidé beaucoup le marché du tofu. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, il y a un temps pour tout, j'ai l'impression. Tu sais, puis le fait qu'il y ait eu une pénurie de tofu, mais c'est entre autres à cause du changement du guide alimentaire canadien aussi. Puis j'ai l'impression que présentement, bien manger, c'est relié avec aussi l'environnement. Tu sais. De plus en plus actuellement, les gens parlent tu sais, de l'environnement, font attention à l'environnement, mais le manger derrière ça, tu sais, les produits, ben, c'est interconnecté ensemble. Tu sais. Donc, c'est ça. 100%, Ouais. c'est exactement d'actualité, qu'est-ce que tu dis. Puis les gens pensent que pour être entrepreneur, il faut inventer quelque chose, qu'il faut arriver avec une révolution du siècle, avoir une fusée qui va sa Lune. Hein. Ben, ça existe déjà, mais une fusée qui va sur Mars. Hein. La réalité, c'est que c'est pas ça, c'est pas ça être entrepreneur, en tout cas selon moi. C'est de prendre quelque chose qui existe déjà, de le faire mieux, de le faire différemment, Mhm. et de l'adapter à une clientèle. Et Exact. c'est ça que tu as fait. Oui, c'est exactement ça. Puis je te dirais, tu sais, l'objectif au départ, c'est oui, faire du tofu, mais on voulait être tu sais, le meilleur tofu. Tu sais. Le tofu que genre qui va se différencier un peu de qu'est-ce qui est sur le marché actuellement. Moi, je viens souvent de l'exemple. Écoute, ça, c'est une histoire qui m'a vraiment qui m'a suivi Marqué. là, tout au long, marqué en fait, il y a une dizaine d'années. Écoute, j'étais tombé sur un article, je pense que c'est un japonais. Écoute, il avait sorti des nouilles, OK? Puis le marché des nouilles, là, écoute, il y en a. Là. Tu t'en vas tu sais, à l'épicerie asiatique, là, puis des centaines de marques différentes, puis des choses comme ça. Mais le gars, il a décidé quand même de se lancer dans justement la production de nouilles, OK? Mais il s'est fait des millions. Il s'est fait des millions pourquoi? Parce que justement, il est venu avec des nouilles il est allé targeter un peu son cible de marketing, justement ses clients cibles avec son marketing, avec ci, de ça. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, il a surpassé, en fait, toutes les entreprises qui faisaient des nouilles depuis des centaines d'années. Là, tu sais. Fait que là, ça m'a toujours montré que dans la manière que tu travailles, tu es capable tout le temps, genre, de te démarquer, même si, genre, dans ce secteur d'activité-là, c'est saturé, on pense que c'est saturé, mais il reste toujours de la place. Ça dépend comment tu apportes ton produit au client, puis comment tu travailles ton produit, en fait. 100%. Donc, tu sais, puis ça, je te dirais, c'est ça. C'est pas comme. Puis ça m'a toujours marqué cette histoire-là, dans le sens que, tu sais, c'est pas parce que, genre, t'as un produit qui existe déjà, que, genre, c'est super compétitif, que t'es pas capable de compétitionner. Oui, ça va être difficile, mais il faut que tu aies une stratégie derrière assez solide pour être en mesure de te différencier. Puis, tu sais, c'est ça qui va faire la différence, en fait. Mais exactement, exactement. Puis c'est là que ça repart au début. C'est quand tu fais tes validations, c'est tellement essentiel de savoir qu'est-ce qui distingue la masse. Parce que si ton, Mhm, ton monsieur que tu donnais comme exemple tantôt, il aurait dit, moi je compétitionne contre eux autres, puis je vais mhm. essayer de les démolir, parce qu'il y en a qui pensent comme Ouais. ça, il aurait Mhm. jamais, il n'existerait plus Ouais. aujourd'hui, c'est sûr. Mhm. Mais Ouais. par contre, si c'est dit, OK, parfait, le marché fait ça, le marché veut ça, j'appelle ça un loophole. Il y a une espèce Mhm. d'opportunité, une zone grise que personne en ce moment qui exploite. Mhm. Là, il va avoir un succès. Et ça, on appelle ça, c'est Ouais. un concept qui s'appelle un blue ocean versus une red ocean. C'est que la red ocean, Mhm. c'est saturé, tout le monde joue dedans, tout le monde essaie de manger Ouais. les mêmes parts de marché. La blue ocean, c'est juste de trouver un angle différent, de montrer la Ouais. lumière sur quelque chose que les gens n'ont pas fait encore. Et il y en a à Exact. tous les jours des trucs comme ça. Je suis Mhm. certain, là, à chaque jour, on voit des opportunités d'affaires. Je suis certain qu'à chaque jour, on se promène et on préfère ça comme ça, on préfère ça différemment. Et c'est toutes des opportunités d'affaires. Je pense que quand tu as le résumé de l'émission aujourd'hui, c'est valider, bâtir Ouais. un produit adapté à ce que le marché veut. Mhm. Je Ouais. pense, je pense, Exact. je pense. Et si je termine là-dessus, c'est quoi le conseil que tu peux donner à un entrepreneur qui veut se lancer, qui pense à faire un truc, peut-être qu'il attend que le train passe. Qu'est-ce que tu proposes à cette personne-là? Ouais.
Je te dirais, écoute, quand tu t'engages à partir d'une entreprise, tu sais, c'est un risque. Il faut que tu penses comme il faut à tes affaires. Tu sais. C'est sûr que moi, dans mon cas, tu sais, à l'âge que j'ai, OK, tu sais, je suis allé chercher une sécurité financière aussi déjà. Tu sais. L'entreprise n'a pas, je te dirais, que ça marche ou ça marche pas. Ça aurait pas, genre, changé ma vie en tant que tel. Tu sais. Oui, c'est plate, ça marche pas, puis on a perdu de l'argent, mais tu sais, je me suis sécurisé. Tu sais. Mais je te dirais, tu sais, ça dépend des gens. Dans le sens que je me suis toujours dit, j'aurais tellement voulu partir de cette entreprise-là plus jeune, OK? Parce qu'en fait, quand tu es plus jeune, tu n'as rien à perdre non plus. Tu sais, tu commences l'entreprise, puis tu as l'énergie, tu as tout, tu sais. Puis présentement, c'est sûr que quand tu pars plus tard, il y a d'autres défis, tu sais. Dépendamment quand tu pars ton entreprise dans ta vie, mais il y a des défis qui sont différents. Mais il faut t'assurer au départ de vérifier tout ce que, tu sais, je veux dire, valider ton marché, tu sais, ton plan d'affaires, ils se tiennent-tu, ils se tiennent pas. Euh, Discuter avec justement des gens qui sont déjà dans le marché, comment ils voient ce marché-là. Parce que tu peux bien arriver avec justement tes études puis comprendre le marché, mais tu ne comprendras pas aussi bien si tu n'es pas allé sur le terrain, parler aux gens, parler à tes clients, parler aux fournisseurs, aux acheteurs, pour voir un peu la dynamique autour de ça. C'est en ayant toutes ces informations-là qui va te permettre justement de prendre une décision. OK, gars, ça vaut la peine, let's go, on part l'entreprise parce que ça vaut la peine. Tu sais. Puis encore une fois, partir l'entreprise, est-ce que c'est partir une grosse affaire tout de suite ou finalement, petit pas, petit pas. L'usine que j'ai actuellement, moi je l'appelle toujours l'usine pilote, même si on est capable de produire vraiment beaucoup, mais encore une fois, c'est une usine pilote. On aurait pu investir 2 fois plus puis partir toute une ligne automatisée, mais on a décidé, gars, essayons de valider nos affaires avec cette usine-là, puis bâtir la marque avec ça, puis on prendra une croissance, on grossira en temps et lieu, en fait. Donc, c'est super important justement, de faire tout ça. On appelle ça de bootstrapper son entreprise, d'y aller Ouais. avec nos moyens, d'y aller une étape à la fois, de Ouais. s'autofinancer, puis en faisant ça, ça nous apporte une certaine sagesse. Si on met 100 000 sur la table de notre argent, puis que ça marche pas, 200 000, 1 million, c'est différent que si on met un peu de temps, on part, puis Ouais. que ça marche pas. Je veux dire, Ouais, c'est c'est ça. de monter les marches. Souvent, les gens ils pensent, ah, on va faire de quoi de gros, ça prend du capital, Mhm. on va aller voir des investisseurs, des Ouais. anges, mais ils n'ont même pas fait leur validation encore. Fait que Non, c'est ça. c'est commun, ça, là, de, ah, j'ai besoin d'un Ouais. million pour que mes affaires fonctionnent. Ouais, mais t'as besoin d'un million pour faire quoi? Ah, ben, mon marketing, t'as-tu validé que c'était pour se vendre ton Mhm. produit? Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est souvent ça qui arrive. Exact. Ben, je pense que ça fait un peu le tour du sujet aujourd'hui. Je pense que si je retiens un mot-clé, c'est valider, puis avec vos validations, développer un produit, développer une entreprise, baser ces zones Mhm. grises dans le marché. Je pense que ça résume bien ton Ouais. parcours, Contea. Mhm. Ouais, pas mal. Tu résumes ça. C'est pas mal ça. Ouais. Bon, ben, on va couper les 20 minutes du podcast, puis ça va être ça le podcast. Ouais, c'est ça. On va regarder juste ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Contea. Ah, ça me fait Bravo. plaisir. J'étais là dans les débuts de ton entreprise. Je vois ça évoluer. Mhm. Toujours le fun à voir. Tu as passé à travers 2 années difficiles. Dans ton cas, c'était plus facile parce qu'il y avait une grosse demande, mais c'est quand même Mhm. un défi parce que c'est la main-d'œuvre qui venait pas avec. Exact. Félicitations. Je suis très, très content pour toi. Je suis fier de toi aussi. Je vois ça évoluer. Je trouve ça trippant. Puis, essayer son tofu, il est vraiment bon. Personnellement, c'est ma marque de tofu que j'achète. Donc, allez. Où est-ce qu'on peut acheter tes tofus? Ça a tellement Je te changé dirais, depuis. oui, c'est ça. On a plusieurs. En fait, on est distribué dans plusieurs épiceries indépendantes, mais aussi, justement, vous pouvez le retrouver chez IGA, dans les IGA Rachel Berry. Donc, tranquillement, on va essayer d'être partout au Québec, en fait. Allez voir Soya Distinction. Puis, essayez-le. C'est super bon. De toute façon, c'est rendu de la grosse mode de tofu. Fait que je vous conseille fortement de l'essayer. Merci d'avoir été là aujourd'hui à l'émission. Puis, si vous avez envie de participer à l'émission, vous avez un parcours inspirant que les gens peuvent apprendre de vous, un peu comme Contea et les gens qu'on rencontre. Venez nous écrire. Sinon, ben, partagez en grand nombre. Puis, au plaisir d'apprendre et entreprendre avec vous. Bonne semaine à tous. Bye bye.